Dans l'absolue continuité, nous dit-il, de son dernier livre publié chez Fayard, Les crises d'Orient, Questions d'Orient et Grands Jeux, 1768-1914. Dans la présentation qui accompagne ce nouveau cycle de récits-analyses qui va explorer la période qui s'étend donc de 1914 aux années 1970 dans un premier temps, Henri Laurens indique, et je le cite, « Mes cours seront en quelque sorte une histoire politique du Moyen-Orient comme objet géopolitique. » Le but est évidemment de montrer que la source des violences, à travers les complexités des analyses historiques, réside beaucoup plus dans la géopolitique que dans une quelconque culture. L'année précédente, il avait pu rappeler qu'il considérait l'histoire, et je le cite encore, comme un immense feuilleton sans conclusion. Le schéma de crise qu'il a mis à jour sur la question d'Orient au XIXe siècle, c'est-à-dire la confusion permanente entre politique locale, régionale et internationale, existe toujours. Et la crise syrienne d'aujourd'hui s'inscrit dans ce canevas. C'est une grammaire géopolitique, dit-il, dans laquelle il nous fait entrer au moyen de l'histoire militaire et diplomatique. L'historien rappelle aussi bien sûr l'enjeu des accords, des coalitions. Pour avoir une politique étrangère active, dit-il, il faut s'assurer d'avoir des alliances. Tandis que la crise qui commence fin juin 1914 s'inscrit dans le prolongement séculaire de la rivalité entre Autrichiens et Russes dans la péninsule balkanique. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 15 novembre 2017 pour le cours d'Henri Laurens, Les crises d'Orient, le Moyen-Orient à partir de 1914. Aujourd'hui, quel est le problème russe ? Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet ? C'était lié à une interrogation que j'ai eue en entendant, en parcourant les événements dits de la crise syrienne depuis 2011, qui pour moi me rappelait énormément de choses, non pas que je n'avais pas vécu évidemment, mais des choses anciennes, en particulier du 19e siècle. Il y avait des modèles récurrents qui s'exprimaient déjà il y a un siècle et demi ou deux. Il y avait par exemple beaucoup de parallélismes à faire entre les événements de Syrie d'aujourd'hui et ce qu'on appelait la révolte grecque de 1821. À partir de la fin du XVIIIe siècle, l'espace entre la Méditerranée et l'Inde s'intégrait au système politique européen. Donc, dans cette mesure-là, il fonctionnait à l'intérieur de l'équilibre européen. Et de ce fait même, il n'y avait plus un seul acteur local ou régional qui ne puisse agir sans prendre en compte les systèmes d'alliances, de contre-alliances, de coalitions, de contre-coalitions européens. En quelque sorte, de façon permanente, il n'est pas possible d'avoir un conflit local qui ne soit pas enchevêtré à un moment à un autre, à un conflit régional ou à un conflit international. Et ceci est entré en quelque sorte dans le code génétique de cette région, puisque c'est toujours le cas au XXIe siècle. Il suffit de voir le nombre de coalitions qui se battent actuellement dans l'espace syrien et irakien pour se rendre compte que cette interpénétration entre l'extérieur et l'intérieur est permanente. Et au XIXe siècle, cela pouvait monter jusqu'au niveau le plus local. L'exemple typique, tout à fait bien connu, était ces villages de la montagne libanaise au milieu du XIXe siècle, où il y avait des peuplements mixtes druzes et maronites. Il suffisait d'une bagarre entre un paysan druze et un paysan maronite pour qu'immédiatement l'affaire soit soumise au consul de France, puisque les Français étaient protecteurs des maronites, et au consul de Grande-Bretagne, parce que les Anglais étaient protecteurs des Druzes. Et si on n'arrivait pas à régler ça au consulat général de Beyrouth, on allait à Constantinople où il y avait les deux ambassades, et si on n'arrivait pas à régler aux ambassades, ça se réglait entre Paris et Londres, d'où le fait que les archives françaises et britanniques sont couvertes de dossiers d'affaires de villageois. Et de la même façon, si des paysans du Mont-Liban ou d'ailleurs se plaignaient des autorités ottomanes, ils s'adressaient au consul
et il demandait une intervention étrangère par rapport au pouvoir légal ou légitime de l'Empire ottoman. Et donc ce système avait créé ou engendré ce qu'on a appelé les crises d'Orient. Alors d'abord, il faut reprendre cette magnifique expression du grand historien britannique Arnold Toynbee, qui est considéré à tort ou à raison comme le plus grand historien du XXe siècle, ça c'est un autre sujet. Toynbee couvrait sur le terrain la guerre russo-turque de 1922 et il a sorti une série de reportages réunis ensuite dans un volume publié en 1922-23 qui s'appelle The Western Question, la question d'Occident. Alors pour ceux qui font les recherches, vous trouvez le texte anglais sans problème sur l'Internet en PDF, même s'il existe aussi des rééditions papier. Toynbee expliquait qu'il n'y avait pas de question d'Orient, il n'y avait qu'une question d'Occident. Et cette question d'Occident se déclinait dans deux sens. La première était évidemment que dans la question d'Orient, c'était des puissances occidentales qui étaient en compétition. Et la seconde, plus intéressante, était que la question d'Occident, c'était la question de l'occidentalisation des sociétés orientales, c'est-à-dire, dans le cas précis, la constitution des États-nations avec le jeu de massacre, génocide, nettoyage ethnique qui accompagne la constitution de ces États-nations dans l'espace ex-ottoman, mais qui aussi peut être considéré aussi dans l'espace de l'ancienne Autriche-Hongrie, etc. Et à partir de là, Toynbee allait construire tout son système historique qui allait donner naissance à ces théories des civilisations qu'il allait développer dans ses grands livres à partir des années 30 dans la série A Study of History, où il faisait des civilisations les grands acteurs de l'histoire. Mais ceci est un autre sujet. Alors, en quelque sorte, la Grande Guerre, si on regarde d'un côté décalé, peut être considérée comme une crise d'Orient qui a pris une dimension pluricontinentale. Alors bien sûr, le sort de l'Empire ottoman, ce qui est la définition théorique de la question d'Orient, n'a pas été la cause principale de la Grande Guerre. Au lendemain de la guerre, il y a eu des grandes discussions sur les causes de la Première Guerre mondiale, avec en France en particulier l'immense personnalité de Pierre Renouvin, qui a consacré toute sa carrière historique, en particulier aux causes de la Première Guerre mondiale. Il avait développé la théorie qu'il existait évidemment des causes immédiates, c'est-à-dire la gestion diplomatique de la crise engendrée par l'attentat de Sarajevo, et les causes dites profondes, telles que l'hostilité franco-allemande, due à la perte par la France de l'Alsace-Lorraine, la rivalité navale anglo-allemande, l'affirmation des nationalismes dans tous les pays d'Europe, et puis au-delà des causes profondes, Renouvin discernait des forces dites sous-jacentes, c'est-à-dire des forces économiques, géographiques et idéologiques. Très curieusement, personne n'a fait le rapport entre la théorie des causes profondes et des causes immédiates de Renouvin avec celle qui a été développée un peu plus tard par Braudel sur les temporalités courtes, moyennes ou longues, alors qu'en réalité, les deux systèmes interprétatifs se touchaient largement. Mais la différence était que Braudel était parti de là pour essayer de définir une histoire non événementielle, tandis qu'au contraire, les disciples de Renouvin ont mis l'analyse de l'événement au premier rang. Alors, je rappelais que le grand jeu, c'était l'opposition russe
britanniques dans toute l'Asie centrale, en Iran, en Afghanistan, dans un long XIXe siècle. Mais il est clair qu'en 1914, les grands jeux est pour le moins gelé, puisque après l'accord russo-britannique de 1907, quasiment la Grande-Bretagne a abandonné tout espoir d'arrêter la progression russe en Iran, conservant simplement la protection de la zone du Golfe Persique afin d'interdire aux Russes l'accès aux mers chaudes. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là, c'est-à-dire au moment même où les Britanniques ont le sentiment de perdre le grand jeu, qu'apparaît dans les discours des stratèges britanniques la notion de Moyen-Orient. Le Moyen-Orient étant l'espace servant de bouclier à l'Empire britannique de l'Inde, le Raj, c'est-à-dire l'espace qui va du Golfe Persique à l'Inde. Mais clairement, les arbitrages ont eu lieu, les affaires européennes sont trop importantes, Londres a besoin de Saint-Pétersbourg, donc on cède sur l'Iran, enfin sur la Perse à l'époque, pour consacrer le système des coalitions. Alors, si vous prenez les chronologies, évidemment, nous avons la chronologie 1914-1918, mais aujourd'hui, un certain nombre d'historiens considèrent qu'elle est un peu arbitraire, ne serait-ce d'abord, par exemple, dans le cas des armées françaises, elles se continuent de se battre pendant 2 ou 3 ans après l'armistice de 1918, elles sont dans les Balkans, elles sont en Crimée, etc. Je vous rappelle, le film magnifique, Le Capitaine Conan, vous rappelle l'histoire de ces troupes françaises qui continuent à se battre 2 ans après l'armistice de Rotonde. Donc du côté français, la guerre ne s'est pas arrêtée le 11 novembre 1918. Et c'est la même chose d'ailleurs pour l'Allemagne avec les corps francs en Baltique et ainsi de suite. Donc en réalité, il faut prendre une chronologie plus longue et il faut plutôt prendre la chronologie que les Turcs utilisent aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre des 10 ans, 1912-1922, voire même de 11 ans si on considère 1911-1922, 1911 étant la guerre italo-ottomane avec la tentative de l'Italie de s'emparer de la Libye et de la conquête italienne du Dodécanèse, donc des îles autour de Rhodes, et ensuite qui engendre les premières et secondes guerres balkaniques, et à peine quelques mois de répit, et la Grande Guerre s'enclenche. Et là, à ce moment-là, les guerres sont continues jusqu'à la défaite grecque de 1922, que nous avons l'occasion de voir, et donc la conclusion, c'est le traité Lausanne de 1923. Alors pour l'Orient, c'est beaucoup plus clair si on voit cette guerre de 10 ans ou de 11, si on prend en compte l'Italie, puisque c'est la phase finale de l'effondrement d'un empire ottoman, mais qui résiste vigoureusement jusqu'à la fin. Alors bien sûr, les rivalités impériales du XIXe siècle autour de l'Empire ottoman doivent être considérées dans les causes profondes de la Grande Guerre. Mais au moins en apparence, en 1914, la quasi-totalité des contentieux ont été réglés. Les arbitrages qui ont lieu en 1913-1914 ont divisé de fait l'Empire ottoman en zones d'influence française, anglaise, donc française la Syrie, anglaise l'Irak de Bagdad à Basra, allemande le long du chemin de fer de Bagdad, donc de Constantinople jusqu'à Bagdad, et russe, c'est-à-dire tous les bords de la mer Noire. Et l'axe structurant de ces zones d'influence sont les chemins de fer. Les Français ont toutes les concessions ferroviaires en Syrie, les Anglais vont prendre le prolongement des chemins de fer de Bagdad jusqu'à Basra, et les Allemands sont là le long du chemin de fer
de Bagdad, qui est toujours en construction. Les Russes n'ont pas de chemin de fer parce qu'au contraire, ils ont interdit aux Ottomans de mettre en place un chemin de fer en Anatolie orientale, parce qu'ils ne veulent pas que l'armée ottomane puisse arriver par chemin de fer aux frontières caucasiennes. De même, la question pétrolière a été réglée par la constitution à la veille de la guerre de la Turkish Petroleum Company, la TPC, qui a dans son portefeuille l'essentiel des concessions pétrolières dans l'Empire ottoman, dont on suppose l'existence pour le pétrole, parce que pour l'instant, on ne l'a toujours pas extrait. Et dans la Turkish Petroleum Company, vous avez la Deutsche Bank allemande à côté des acteurs britanniques. Néanmoins, l'attentat de Sarajevo peut être considéré comme une postface de la question d'Oria. Après l'élimination des Ottomans durant la Première et Seconde Guerre balkanique, les nationalistes slaves ont maintenant pour ennemi principal l'Autriche-Hongrie. Et on sait depuis longtemps que l'attentat de Sarajevo a été monté par un groupe qu'on appellerait terroriste aujourd'hui, donc des comitadji, des terroristes, des membres de comités, comme on avait tellement dans les Balkans depuis les années 1890, et que ces comitadji étaient eux-mêmes manipulés à distance par l'armée serbe, par des officiers supérieurs de l'armée serbe. C'est une situation tout à fait habituelle depuis la fin du XIXe siècle. Donc c'est en ce sens-là que les choses ont changé. Alors, la question, parce qu'il y a eu une très abondante littérature sur la crise de l'été 14, avec publication récente de plusieurs best-sellers, pas nécessairement tous de très bonne qualité, sur juillet 1914, la question a été toujours de chercher à distribuer des responsabilités sur le fait que la guerre a éclaté. C'est-à-dire, là, on est dans les causes immédiates. Comment le système diplomatique européen n'a pas évité le déclenchement de la guerre. Logiquement, il y avait des systèmes de régulation diplomatique qui faisaient que si une crise majeure se développait en Europe, eh bien, on réunissait un congrès européen ou une conférence européenne entre puissances pour discuter entre diplomates et arriver à un accord entre les acteurs. Or, en juillet 14, on n'a pas réuni de congrès européen. Au dernier moment, les Britanniques l'ont proposé, mais c'était déjà trop tard. Alors, une bonne littérature a essayé de montrer que les acteurs de l'été 14 étaient quelque part des somnambules, c'est-à-dire des gens qui ont agi à l'aveuglette sans savoir ce qu'ils étaient en train de provoquer. Alors, à leur décharge, on peut dire aussi que ces acteurs politiques ignoraient les dimensions que pouvait prendre une guerre entre grandes nations industrielles. Les militaires ont expliqué, oui, il y aurait quelques mois de guerre, ce serait très sanglant, mais il est bien évident qu'au rythme de consommation des munitions que la guerre engendrerait, les économies ne pourraient pas suivre. Et donc, logiquement, au bout de 6 mois, la guerre se serait terminée, faute de munitions. Ça, c'était l'avis général des experts. Donc, les acteurs savaient qu'il y aurait une guerre, enfin, avaient pris en compte la possibilité d'une guerre extrêmement meurtrière, mais courte. Ils ne pouvaient pas savoir, évidemment, que la crise des munitions du début de 1915 serait réglée par la montée en puissance des industries de guerre qui allait engendrer donc une guerre de 4 ans. Alors, la crise elle-même, qui commence en fin juin 1914, s'inscrit dans le prolongement séculaire de la rivalité entre Autrichiens
et russe dans la péninsule balkanique. Et les nouveaux États balkaniques sont à la fois les enjeux et les acteurs des heurts entre les deux empires. À cette dimension purement géopolitique s'ajoute dans la vision du monde du début du XXe siècle une vision raciale. L'opposition Autriche-Russie est une opposition entre Slaves et Germains, dans le vocabulaire du temps. Et les Hongrois, bien qu'ils ne soient pas germains, mais comme ils ne sont pas slaves, étaient considérés comme faisant partie du bloc germanique. Or, depuis 1848, il y avait l'empereur François-Joseph. Donc, vous imaginez bien qu'en 1914, François-Joseph était à sa 66e année de règne, donc tout le monde s'attendait à ce qu'il décède prochainement. Et là encore, l'avis général était que l'Empire austro-hongrois allait se disloquer à la mort de François-Joseph. D'où le fait que l'attentat de Sarajevo, qui vise l'héritier du trône, est une attaque directe, non pas simplement contre la famille impériale de Habsbourg, mais contre l'existence même de l'Autriche-Hongrie. Et donc l'effondrement de l'Autriche-Hongrie amènerait nécessairement un remaniement complet de la carte de l'Europe. C'était à l'horizon 2 ans, 5 ans, 10 ans, ce que pouvaient penser les experts en géopolitique au début de l'année 1914. Alors, les trois grandes puissances européennes, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, ont vécu finalement les événements de juillet 1914 plutôt avec passivité qu'avec activisme. Clairement, à Londres, Paris et Berlin, on a suivi les événements sans les contrôler. On a pu montrer, d'une part, combien il y avait une dimension de fatalisme dans les classes dirigeantes des trois grandes puissances européennes, et au-delà du fatalisme, il y avait un problème tout à fait simple et fondamental de relations internationales. Si on fait défaut à ces alliances, elles se disloquent, et donc on se retrouve tout seul devant l'autre coalition. La sécurité du pays implique le respect des alliances, et donc si les alliances entraînent en guerre, il faut entrer en guerre, parce que sinon ce serait pire. On dira plus tard que la Grande-Bretagne est entrée en guerre pour sauver la Belgique, certes, mais tout simplement, si elle n'était pas entrée en guerre, elle aurait perdu toutes ses alliances et se serait retrouvée toute seule face à l'Allemagne. Donc, en pur termes géopolitiques, les Britanniques étaient condamnés à entrer en guerre à partir du moment où la guerre devenait leur raison immédiate. Donc, si les trois acteurs de l'Ouest européen ont vécu avec passivité la crise, il n'en est pas de même pour les deux acteurs principaux de tout à l'heure, l'Autriche-Hongrie et la Russie. À Vienne, on considère depuis longtemps que la Serbie est un danger mortel pour l'Empire, et on a rapidement la conviction justifiée que l'attentat de Sarajevo a été monté à Belgrade. Donc, on va profiter de la crise pour détruire la Serbie et en finir définitivement avec ce danger. D'où le rôle militant ou actif dans le déclenchement de la crise que mènera l'Autriche-Hongrie. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, les crises d'Orient, le Moyen-Orient à partir de 1914. Aujourd'hui, quel est le problème russe ?
Alors, la discussion d'aujourd'hui porte plus sur la responsabilité russe. Le pouvoir, la version habituelle, celle que vous avez dans les manuels d'histoire, dit que le pouvoir tsariste se serait montré fidèle à sa protection de la Serbie et ensuite aurait été entraîné plus ou moins dans la guerre par la position intransigeante de la France. Ça, c'est la version classique, mais je pense qu'aujourd'hui, elle est largement abandonnée. D'abord parce qu'il faut prendre conscience pour les acteurs des héritages de l'histoire. La seule grande guerre que la Russie a gagnée, c'est les guerres des coalitions napoléoniennes. La Russie toute seule perd ses guerres. Elle a perdu la guerre de Crimée en 1856 parce qu'elle n'avait aucun allié. Même l'Autriche ou le Piémont-Sardaigne s'étaient basculés du côté des Français britanniques. Militairement, elle avait gagné la guerre contre l'Empire ottoman en 1877-1878, mais une grande partie des gains avaient été annulés au Congrès de Berlin par les autres puissances européennes, la Russie s'étant retrouvée toute seule à Berlin. Donc, si vous voulez avoir une politique étrangère active, il faut vous assurer d'avoir des alliances. Vous ne pouvez pas faire la guerre toute seule. Et les Russes avaient un problème majeur, c'est qu'une grande partie du commerce extérieur de la Russie tsariste passait par la mer Noire et donc par les détroits. Or, dans la guerre italo-ottomane de 1911-1912, pendant plusieurs mois, les détroits ont été fermés. Et cette fermeture des détroits avait provoqué une certaine paralysie de l'économie russe. Autrement dit, vous aviez toujours eu un discours orthodoxe. Vous savez, Moscou est la troisième Rome, Constantinople est la seconde Rome, et un jour, Moscou, la seconde Rome, reprendra la troisième Rome reprendra la seconde Rome. Ça, c'est évidemment la vision orthodoxe, au sens religieux du terme, et le rappel que les empires européens sont tous dirigés par des descendants de César. Le Kaiser, le tsar, c'est toujours le mot César. Le spectre romain est là. Mais la priorité, c'est pas la seconde Rome, c'est le contrôle des détroits. À l'automne 1912, durant la première guerre balkanique, les Bulgares ont été en position de s'emparer de Constantinople. Immédiatement, la Russie a préparé un plan militaire de débarquement de troupes russes pour prendre Constantinople avant les Bulgares. Mais bon, l'armée bulgare a été arrêtée devant Andrinople et donc l'affaire a été remise. D'autant plus que quand les Russes ont commencé à concentrer des troupes en mer Noire pour attaquer Constantinople, l'Autriche a commencé à faire des mobilisations partielles. Donc on voit bien que c'est une question cruciale pour les deux empires. À ces deux premiers chocs, s'était ensuite ajoutée en 1913-1914 la mission Liman von Sanders, puisque pour réorganiser l'armée ottomane après la défaite des guerres balkaniques, le gouvernement jeune turc a fait appel à une mission militaire allemande commandée par le général Liman von Sanders, et immédiatement les Russes ont vu que les Allemands allaient contrôler militairement les détroits. Et donc il y avait eu pression diplomatique et menace de guerre, et finalement compromis diplomatique. Il n'avait jamais été question de dire que Liman von Sanders commanderait l'armée ottomane
devant Constantinople. Il était simplement un conseiller de cette dite armée ottomane. Il y a ensuite le problème des dreadnoughts. Ces dreadnoughts, ce sont ces super cuirassés qui ont été mis en place d'abord par les Britanniques au début du XXe siècle et ensuite par les principales marines de guerre européennes. Donc, appelez, si vous voulez, super cuirassé. Celui qui n'a peur de rien, dreadnought, terme biblique, c'est le terme générique au début du XXe siècle pour les super cuirassés et pour les croiseurs cuirassés, qui sont en plus. Pour l'instant, ils sont encore au charbon, mais ils sont en train de basculer vers la chauffe au mazout, les dreadnoughts. Les Russes ne peuvent pas faire passer de cuirassés de Méditerranée en mer Noire à cause de la Convention des Détroits. Et ils n'ont pas de chantier naval en mer Noire pour construire des dreadnoughts. Or, l'Empire ottoman vient de commander 2 dreadnoughts au chantier naval britannique. Donc, l'arrivée des 2 super cuirassés qui vont équiper la marine ottomane bouleverse tout l'équilibre militaire en Méditerranée orientale. D'autant plus que si 2 dreadnoughts doivent être livrés dans le second semestre 1914, 2 autres ont été commandés par les Ottomans aux États-Unis. Donc il y aura en 1915 4 super cuirassés ottomans. Ça veut dire que d'un seul coup, toute la flotte russe de mer Noire est déclassée. Alors, donc dans la confidence, l'ambassadeur de France Delcassé, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui fait ses adieux en janvier 1914 à Nicolas II, reçoit cette confidence du tsar. L'affaire Sanders a rendu manifeste les intérêts essentiels de la Russie. Il nous faut la mer libre, il nous la faut ouverte au moins au sud, bien que la fermeture de nos ports du nord pendant l'hiver qui s'étend cette année jusqu'à Riga gêne considérablement et même immobilise notre commerce. Nous ne visons nullement Constantinople, mais il nous faut la garantie que les détroits ne seront pas fermés. Alors le fait que la Grande-Bretagne ait accepté de livrer 2 super cuirassés aux Ottomans montre que l'alliance, voilà l'entente, puisqu'il n'y a pas d'alliance en tant que telle, entre la Russie et la Grande-Bretagne est lâche. Ou plus exactement qu'au début de 1914, Paris et Londres considèrent que la priorité absolue est le maintien de l'Empire ottoman. Et donc, dans ce sens-là, livrer des armements comme 2 super cuirassés permet justement d'assurer à moyen terme la survie de l'Empire. Alors, justement, la Russie, au début de 1914, relance le dossier arménien pour justement provoquer le maximum de problèmes dans l'Empire ottoman avant l'arrivée des 2 super cuirassés. Alors, avec hypocrisie, le premier lord de l'amirauté, le jeune Winston Churchill, aux plaintes russes, répond qu'il s'agit d'une affaire commerciale qui a été réglée entre des compagnies britanniques et le gouvernement ottoman et que le gouvernement de Sa Majesté n'a rien à dire sur le sujet. De toute façon, les Anglais sont tranquilles puisque c'est un amiral britannique qui commande la flotte ottomane. Donc, si l'armée ottomane est commandée par un Allemand, ce serait par compensation, c'est un Britannique qui contrôle la flotte. Et donc, l'idée dans la livraison des 2 dreadnoughts, c'est qu'avec tout le travail technique d'encadrement que suppose la gestion de 2 cuirassés, super cuirassés, ça veut dire que les Britanniques vont contrôler pendant 30 ans la flotte ottomane. C'est bien pour ça qu'ils ont accepté de livrer les 2 super cuirassés à côté
de l'aspect commercial. Alors, quand il y a eu l'annonce que les 2 supercuirassés avaient été commandés, la Grèce, qui sortait de la Seconde Guerre balkanique, a immédiatement pensé lancer une guerre préventive contre l'Empire ottoman avant l'arrivée des 2 supercuirassés. Et les jeunes Turcs avaient répondu en commençant une politique d'immigration forcée des populations grecques de la côte égéenne vers la Grèce, en sanction de la menace grecque, et avaient même proposé discrètement au gouvernement d'Athènes la possibilité d'un échange de population. Prenez les Grecs de l'Empire ottoman et nous récupérons les musulmans qui se trouvent en Grèce. Donc cet échange de population qui aura lieu dans les années 1920 est déjà en genèse avant la Grande Guerre. Mais les Russes, de toute façon, avaient interdit à la Grèce d'entrer en guerre. Parce que, encore une fois, la guerre aurait signifié la fermeture des détroits. Et puis, il y avait une haine recuite maintenant entre les Bulgares et les Grecs à cause des défaites bulgares dans la Seconde Guerre balkanique. Donc, le problème de la politique russe au début de 1914 est le suivant. Est-ce qu'il y en a la possibilité d'attaquer l'Empire ottoman avant l'arrivée des 2 supercuirassés? Et d'autre part, le but à moyen terme, c'est de nouvelles progressions russes vers l'ouest en profitant de l'effondrement à venir de l'Autriche-Hongrie. Le but de guerre réel de la Russie, c'est de s'emparer de la Galicie, c'est-à-dire des régions ex-polonaises de l'Empire, enfin de l'ancien royaume de Pologne, de l'Autriche-Hongrie. Ça, c'est le but de guerre. D'où la contradiction, parce que les Français, eux, ne sont pas du tout intéressés à ce que les Russes pénètrent en Galicie. Ce qu'ils veulent, c'est que les Russes pénètrent en Prusse orientale. Et les Français ont financé très largement la constitution d'un nouveau réseau de chemin de fer russe pour l'amener aux frontières de l'Allemagne. Et la constitution de ce réseau de chemin de fer financé par la France en Russie est considérée comme un danger mortel à Berlin. Parce que quand le réseau de chemin de fer sera terminé, en 15 jours, l'armée russe sera concentrée aux frontières de la Russie, pas en 3 mois. Et donc, dans ce cas-là, la possibilité pour l'armée allemande de battre la France avant l'arrivée de l'armée russe sera perdue. Donc, l'angoisse du haut commandement allemand, au début de 1914, c'est l'entrée des Russes en Prusse orientale, alors que les Russes veulent entrer en Galicie et pas en Prusse orientale. Alors, la marge d'action est limitée par le calendrier. Les cuirassés doivent arriver durant l'été 1914 et une fois que les cuirassés seront là, tout le monde pense que les Ottomans, dans la phrase suivante, vont fortifier les détroits pour empêcher l'entrée d'une flotte de guerre, quelle qu'elle soit, dans les détroits. Donc c'est pour ça qu'en février 14, les Russes ont relancé le dossier arménien demandant une autonomie des provinces dites arméniennes de l'Empire ottoman. Alors, vous voyez, le problème des Russes, c'est qu'il faut se trouver dans une situation où ils puissent avoir une alliance militaire avec une ou deux superpuissances de l'époque, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne. C'est les seules conditions possibles pour neutraliser l'Allemagne, battre l'Autriche-Hongrie et s'emparer des détroits. La Grande-Bretagne, elle est complètement paralysée dans cette période parce qu'elle est complètement piégée par les affaires irlandaises et l'Irlande du Nord est au bord de la révolte
contre le projet d'autonomie de l'Irlande. Donc la classe politique britannique, à l'exception de Lord Grey, d'Edward Grey, c'est la même famille que Lord Grey du thé. Donc, à l'exception du secrétaire d'État au Foreign Office, Edward Grey, tout le monde à Londres a été obsédé par l'Irlande et n'ont pas parlé des trois. Quant au gouvernement français, durant l'été 14, il navigue en Baltique, ce qui pose un problème, puisque Poincaré, le président du Conseil Viviani, se trouve sur des navires de guerre français à destination de faire une visite officielle à Saint-Pétersbourg. Mais tant qu'ils naviguent, ils sont en dehors des télégrammes, et donc aucune décision peut être prise dans ces jours cruciaux avant le retour du gouvernement français de la visite officielle à Saint-Pétersbourg. Alors, on fait bien des avertissements après l'attentat de Sarajevo qui arrivent quasi miraculeusement pour les Russes, d'où, pour certains historiens, se demandent si les Serbes eux-mêmes n'ont pas été manipulés par les Russes pour provoquer l'incident et déclencher la question. Il n'y a pas de document qui puisse le démontrer. En tout cas, vous connaissez la chronologie. Le 23 juillet, l'ultimatum de l'Autriche à la Serbie. Le 28 juillet, la déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie. La mobilisation russe officielle commence le 29 juillet, mais en fait, elle a déjà commencé plusieurs jours avant. Les autres pays suivent. Le 1er août 14, c'est la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie. Le 3 août, c'est l'entrée en guerre de la France. Et le 4, l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne. Donc, dans ce mécanisme, on peut penser que la diplomatie russe a réussi parfaitement son objectif. Entrer en guerre avec le soutien de deux puissants alliés, situation qui ne n'était pas retrouvée dans la politique russe depuis 1814. Et donc, en ce sens-là, pour une certaine école historique, qui me paraît vraisemblable, c'est ce scénario-là de la manipulation russe qui explique les causes immédiates de la Grande Guerre, évidemment, et les causes profondes sont beaucoup plus complexes à analyser. Mais on a bien un acteur majeur qu'est la Russie, qui cherche la guerre, tandis que les autres subissent les événements plutôt qu'autre chose. Or, je vous le rappelle, la France à la Grande-Bretagne, enfin Winston Churchill, l'amirauté britannique avait passé avec l'amirauté française des accords maritimes en 1912. Ces accords maritimes impliquaient qu'en cas de menace de guerre, la flotte britannique de Méditerranée quitterait la Méditerranée pour rejoindre la totalité de la flotte britannique qui était en Atlantique et en la Manche. En fait, la totalité de la flotte britannique part vers la mer du Nord pour prendre position à Scapa Flow face à l'Allemagne. Dans le même temps, si la flotte britannique quitte la Méditerranée, la flotte française de l'Atlantique passe en Méditerranée parce que la priorité absolue pour la France en cas de mobilisation générale, c'est le passage de l'armée d'Afrique vers la métropole. La puissante armée d'Afrique, c'est l'armée coloniale. Elle est stationnée évidemment en Afrique du Nord et elle est un apport considérable à la force française. Mais il faut qu'elle passe la Méditerranée. Ça implique qu'il y ait un trou dans le système de défense français, puisque si la flotte française de l'Atlantique, la flotte de Brest, part en Méditerranée, toute la côte atlantique de la France se trouve à découvert. Et donc l'accord de 1912 stipule que la côte française sera protégée par la flotte britannique
en cas de menace, ce qui a lieu dès le 27 juillet 1914. Enfin, le début de la concentration britannique commence le 27 juillet et le 30 juillet, les cuirassés britanniques se concentrent en mer du Nord et ils bloquent la Manche, interdisant à tout navire allemand, plusieurs jours avant la déclaration de guerre, le passage dans la Manche. Autrement dit, 2 ou 3 jours avant la déclaration officielle, l'Allemagne se trouve déjà coupée de l'Atlantique. En même temps, Churchill prend la décision de confisquer les 2 dreadnoughts ottomans pour renforcer la flotte britannique. Au lieu de les livrer aux Ottomans, on les livrera à la flotte de mer du Nord, qui est en concentration à Scapa-Flow. Alors, il reste un problème. C'est qu'il y a 2 dreadnoughts allemands, un croiseur lourd, le Goeben, et un croiseur léger, le Breslau, qui se trouvent en Méditerranée. Le problème, c'est qu'il n'y a plus que 3 ou 4 navires de guerre, enfin une petite flotte de guerre britannique en Méditerranée, parce que l'essentiel est parti sur l'Atlantique, et que la flotte de guerre française, elle est concentrée sur un seul objectif, le passage de l'armée d'Afrique vers la métropole. La flotte autrichienne, elle est neutralisée. Les Autrichiens ont des dreadnoughts, mais ils sont bloqués à Trieste. Et l'Italie est neutre et interdit à tout navire de guerre de quelconque puissance de se réapprovisionner en charbon dans les ports italiens. Alors, il faut revenir à la situation. Alors, en plus, il y a un manque de coordination entre la flotte britannique et la flotte française, parce qu'on n'est pas encore habitué à la TSF, la télégraphie sans fil, et on n'a pas encore des codes de communication entre la flotte britannique et la flotte française. Donc, les navires de guerre britanniques de Méditerranée ne communiquent pas avec les navires de guerre français. Alors, à Constantinople, dès le début de la crise, il semble bien que le gouvernement jeune turc ait assez bien compris les intentions russes. En tout cas, ils sont sûrs d'une seule chose, c'est qu'au moindre signe de faiblesse, la Russie va les attaquer. Or, le programme des jeunes Turcs était de construire un État fort, indépendant de toute tutelle étrangère, ce qui impliquait entre autres la suppression des capitulations, ces instruments juridiques de domination européenne et américaine d'ailleurs, parce que les Américains étaient capitulés, dans l'Empire ottoman. Quel camp choisir dans les 2 coalitions européennes? Le problème ne se pose pas réellement. La Russie, c'est l'ennemi héréditaire. La France et la Grande-Bretagne sont ceux qui contrôlent l'économie ottomane, soit dans les investissements, la dette, soit dans le commerce. Alors, le choc des guerres balkaniques a fait que les jeunes Turcs considèrent maintenant qu'on ne peut plus faire confiance dans les populations chrétiennes de l'Empire, puisque tous les chrétiens balkaniques ont basculé du côté des puissances balkaniques durant les 2 guerres. Ce qui est en train d'émerger à la veille de la guerre, c'est un nationalisme proprement turc, distinct du nationalisme ottoman. Et dans ce discours, qu'on appellera, faute d'autre chose, turquiste, il y a la conviction que, après les violences terrifiantes de la Première et Seconde Guerre balkanique, qui ont des épisodes génocidaires, il faut être clair, les Turcs ne peuvent faire confiance qu'à une seule chose, c'est à la force. Et il y a une grande ambiguïté dans la pensée politique du gouvernement jeune turc. Quelle place donner aux Arabes, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, puisque, en pratique, le résultat des Balkaniques
a été d'introduire une dualité de population dans l'Empire. Maintenant, il y a un bloc turc et éventuellement kurde et un bloc arabe dans l'Empire ottoman, puisque presque tous les autres ont été écartés par les guerres balkaniques. À Constantinople, le panislamisme est considéré non pas comme une fin en soi, mais comme une arme destinée à renforcer la cohésion des musulmans de l'Empire et à s'assurer des soutiens extérieurs. Il y a une conviction forte, fataliste, certains l'appellent néo-darwiniste, dans la classe dirigeante jeune turque, qui est l'Empire va se lancer dans la lutte suprême pour la survie de l'État. Bien évidemment, il faut faire une distinction entre ces intellectuels jeunes turcs qui sont au pouvoir et qui sont inspirés de la pensée néo-darwinienne européenne, la survie du plus apte, etc., et la masse de la population de l'Empire qui est illettrée et qui vit dans un islam tout à fait traditionnel. Donc ce sera la dualité ottomane durant la guerre entre ces intellectuels ottomans qui ont les idéologies les plus violentes venues de l'Europe et une population qui, elle, vit plutôt dans un système de référence de défense de l'islam. Pour les Turcs, l'Allemagne, c'est une image de puissance, de discipline, pas d'ambition territoriale apparente sur l'Empire ottoman. Depuis l'avènement de Guillaume II, l'Allemagne se pose en protectrice et amie des peuples musulmans dans l'ensemble du monde. Et puis après tout, les Allemands, ils ont les mêmes ennemis que les Ottomans, c'est-à-dire les Français, les Anglais et les Russes. Là encore, la leçon des guerres balkaniques est claire. L'Empire ottoman a perdu les guerres balkaniques parce qu'elle n'avait pas d'alliés. Donc, la survie de l'Empire passe par la nécessité d'avoir un allié puissant. C'est exactement le même raisonnement que les Russes. Donc, dès le déclenchement de la crise, les jeunes Turcs vont se tourner vers l'Allemagne pour négocier un traité secret d'alliance avec l'Allemagne. Donc, si le 3 août, l'Empire ottoman proclame sa neutralité dans la guerre européenne, la veille, elle a conclu un traité secret avec l'Allemagne. Et la question est de savoir si ce traité secret va intégrer une ou plusieurs puissances balkaniques, entre autres la Bulgarie, qui est sortie vaincue de la Seconde Guerre balkanique. Alors évidemment, il y a bien quand même quelques hommes d'État ottomans qui sont plutôt partisans de la neutralité, mais l'homme fort du régime, c'est Enver Pacha, qui, lui, veut la guerre et veut l'alliance avec l'Allemagne. Alors, la négociation a eu lieu entre le gouvernement ottoman et l'ambassadeur d'Allemagne à Constantinople, Wagenheim, pour signer un traité dirigé contre la Russie, qui est donc conclu le 2 août. Mais les Ottomans se sont engagés seulement qu'à une seule chose, soit à faire une opération militaire majeure contre les Russes dans le Caucase ou contre les Britanniques en Égypte. En tout cas, au début août, c'est le lancement de la mobilisation ottomane, le Seferberlik, qui va laisser une mémoire effrayante dans tout le Proche-Orient. Il est clair que le Seferberlik, c'est une catastrophe pour une population essentiellement paysanne qui voit partir ses hommes mâles, masculins, les éléments masculins en âge de se battre, et la confiscation d'une grande partie du cheptel pour faire fonctionner l'armée ottomane qui va passer de 200 000 à 500 000 hommes.
Et encore aujourd'hui, vous avez dans la mémoire collective des pays du Proche-Orient ce souvenir terrible du Sefer Bellik qui va résumer en un seul mot 4 années de souffrance terrible pour les populations de la région.